Téléphone à qui? Bien. Donc, vous l'avez compris, pour Brentano, la conscience interne, elle est réflexive. Ça nous permet de comprendre non seulement comment on peut être conscient de tous nos états mentaux, et en plus de l'être d'une manière infaillible. La conséquence de ça, c'est que la psychologie, elle fait encore mieux que la physique, elle s'appuie sur des données de la conscience qui sont connues de manière infaillible. On ne peut pas se tromper à leur sujet. Si vous mettez ensemble les deux critères de la conscience et de l'intentionnalité de Brentano en 1874, quand il était encore réaliste indirect, la première version de Brentano, vous arrivez à ce schéma suivant. Vous vous souvenez du schéma du réalisme indirect, on l'a déjà vu. La seule chose qui a été ajoutée, c'est la flèche réflexive. Vous avez des actes mentaux qui portent sur des objets physiques, qu'on appelle leurs objets primaires, qui existent dans la sphère du mental. C'est ce grand ovale-là, cette ellipse. Ces objets physiques, dans le cas des qualités premières, le nombre, les formes, surtout les qualités spatiales, ils ressemblent aux choses extérieures qui les causent. Dans le cas des couleurs, des sons, il n'y a pas de ressemblance. Ça, c'est la théorie de Locke pur jus. Et la nouveauté maintenant, c'est que notre appréhension de ces objets physiques qui existent dans la sphère du mental, eh ben, elle est conditionnée par le fait que nos actes mentaux sont conscients d'eux-mêmes. Okay. Donc à chaque fois qu'on voit un objet interne, on est aussi conscient du fait qu'on voit cet objet interne, ou plutôt de notre perception de cet objet interne. Bien. Oui, Claire. Non, alors il y a deux versions de l'intentionnalité de la théorie générale de Brentano. Il y a celle où il est un réaliste indirect, c'est celle-ci, ça c'est la première, et celle où il est un réaliste direct. Dans tous les cas, l'intentionnalité, elle suppose une distinction entre l'acte et l'objet. Okay. La question qui se pose, c'est est-ce que l'objet, il existe à l'extérieur, ou est-ce qu'il existe, donc indépendamment de vous, ou est-ce qu'il dépend de son existence pour sa perception? Brentano ne le dit pas en ces termes, mais je pense que c'est la meilleure façon de le comprendre. Okay. Donc là, vous me voyez maintenant, ça c'est l'objet de votre perception, c'est distinct du fait que vous me perceviez. Dans tous les cas, on est d'accord avec ça. La question c'est, est-ce que ce que vous voyez maintenant existe dans votre esprit, ou est-ce que ça existe à l'extérieur de votre esprit? Au début, Brentano, il pense que ça existe dans votre esprit, parce qu'il pense que les couleurs ne sont pas des choses qui existent dans la réalité extérieure. Et puis, il va plus tard vers quelque chose qui correspond plus à du réalisme direct, où il va dire, quand vous voyez quelque chose qui existe à l'extérieur de votre esprit. Mais dans tous les cas, votre vision, elle est distincte de ce que vous voyez. Ça va? Mais même ça, je dois vous dire, en vous répondant, l'idée même qu'il y a une distinction entre l'acte et l'objet, elle est un peu battue en brèche par le fait que quand Brentano rejoint le disjonctivisme que je vous ai mentionné en début de séance, autrement dit l'idée que quand vous pensez à un dragon, vous pensez dragonnement, ici, il n'y a même plus de distinction entre l'acte et l'objet, parce que tout ce que vous avez, c'est un penseur. Okay, donc, vous ne pouvez pas vraiment distinguer l'acte et l'objet. C'est pour ça qu'il est conduit à dire que l'intentionnalité, c'est une quasi-relation. Ce n'est pas vraiment une relation entre deux choses qui existent, mais donc il brode un peu autour de ça. D'un côté, il affirme l'intentionnalité comme la marque essentielle du mental, et puis il est conduit à atténuer un peu l'intentionnalité comme une relation pour toutes les raisons qu'on a mentionnées là. Voilà. Pardon pour cette... mais en fait, les commentateurs se casse la tête pour comprendre exactement quelle a été l'évolution de Brentano, notamment pour la raison que je vous ai dite la dernière fois, qui est que Brentano a un ton très assuré quand il écrit, il est très minutieux mais très assuré, et il dit jamais qu'il s'est trompé. Il dit « j'ai jamais voulu dire ça ». Puis tout le monde se dit « mais qu'est-ce qu'il voulait dire à ce moment-là s'il ne voulait pas dire ça ?» Donc moi, je vous ai présenté la lecture qui, à mon avis, est la plus intuitive et la plus proche du texte, mais vous avez 1000 interprétations. Ce n'est pas que pour Brentano, par ailleurs. Quand je vous dis Locke, c'est un réaliste indirect, c'est la lecture standard de Locke. Mais vous avez certains qui disent non, en fait, Locke, c'est un adverbialiste. Donc ça, après, c'est le jeu des interprétations philosophiques. Mais au moins, c'est bien de voir les interprétations les plus simples. Après, si vous faites de l'histoire de la philo, vous pouvez proposer des alternatives. Mais ça, c'est les interprétations les plus standards. Alors, sur cette idée que, je vous ai dit, Brentano tire cette idée de Descartes, qui a beaucoup d'influence sur Brentano. Descartes n'insiste pas beaucoup sur l'intentionnalité. Par contre, il insiste énormément sur le fait qu'on ne puisse pas se tromper au sujet de nos propres états mentaux. Vous verrez ça l'année prochaine quand vous étudierez Descartes plus avant, mais je vous donne juste
deux citations. La première est tirée des principes. Si je me persuade qu'il y a une terre à cause que je la touche ou que je la vois, de cela même, par une raison encore plus forte, je dois être persuadé que ma pensée est ou existe à cause qu'il se peut faire que je pense toucher la terre, encore qu'il n'y ait peut-être aucune autre terre au monde, et qu'il n'est pas possible que moi, c'est-à-dire mon âme, ne soit rien pendant cette pensée. Nous pouvons conclure le même de toutes les autres choses qui nous viennent en la pensée, à savoir que nous qui les pensons existons, alors qu'elles soient peut-être fausses ou qu'elles n'aient aucune existence. Donc c'est du français plus ancien, mais vous voyez l'idée de Descartes. Quand vous voyez Jessica, il se peut que Jessica ne soit pas là, mais votre expérience que Jessica est là, celle-là, ce n'est pas possible qu'elle ne soit pas là. Vous ne pouvez pas vous tromper. Okay, il vous semble qu'il y a Jessica, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a Jessica? Ça, c'est pas sûr. Voici ce qu'il dit dans les méditations métaphysiques. Car il est de soi si évident que c'est moi qui doute, qui entends et qui désire, qu'il n'est pas ici besoin de rien ajouter pour l'expliquer. Enfin, je suis le même qui sent, c'est-à-dire qui reçoit et connaît les choses comme par les organes des sens, puisqu'en effet je vois la lumière, j'ouïs le bruit, je ressens la chaleur. Mais l'on me dira que ces apparences sont fausses et que je dors. Qu'il soit ainsi. Toutefois, à tout le moins, il est très certain qu'il me semble que je vois, que j'ouïs et que je m'échauffe. Donc je ne suis pas sûr que ce que je vois est vrai, mais par contre, qu'il me semble que je le vois, ça c'est sûr. Okay, puis là, vous voyez arriver, c'est une des réponses de Descartes au malin génie, de dire, ouais, il peut me tromper sur tout, le malin génie, il peut me donner l'impression qu'il y a Jessica alors que Jessica n'est pas là, mais par contre, sur le fait que j'ai l'impression qu'il y a Jessica, là-dessus, le malin génie ne peut pas me tromper. Si j'ai cette impression, j'ai effectivement cette impression. Okay. Si j'ai l'impression d'avoir l'impression que Jessica est là, alors j'ai vraiment l'impression que Jessica est là. Bien. Alors une chose qu'il ne faut pas faire dire à Brentano, ni à Descartes par ailleurs, la perception interne chez Descartes, elle n'est pas infaillible à tous égards. Vous pouvez prendre un désir pour une intention, vous pouvez mélanger certaines choses. Si vous êtes dans un état mental, s'il vous semble que vous êtes dans un état mental, alors vous êtes dans un état mental. Ça, c'est peut-être la thèse la plus prudente qu'on puisse attribuer à Descartes. Dans le cas de Brentano, lui insiste pour dire que la perception interne, elle n'est jamais fausse, mais elle peut être cependant partielle. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? Ce que nous révèle la conscience ou la perception interne est toujours exact. S'il nous semble que tel état a telle propriété, alors c'est le cas. Si il vous semble que vous avez un désir, alors vous avez un désir. Mais, dit Brentano, la conscience interne peut ne pas nous révéler certaines propriétés. S'il ne nous semble pas que notre état mental a certaines propriétés, celui-ci peut néanmoins les avoir. Attention à ce que veut dire « ne nous semble pas » ici. C'est différent de « il me semble que cet état mental n'a pas les propriétés ». Ici, c'est « j'ai pas l'impression que l'état mental a certaines propriétés ». Donc, il faut faire attention à la portée de la négation. Je vous le redis pour que ce soit parfaitement clair. Premier cas, vous avez votre état mental qui a une certaine intensité, par exemple. Vous aimez très fort Julie, mais votre perception interne vous dit que vous aimez Julie, mais elle ne vous dit pas que vous aimez très fort Julie. Ça, c'est possible pour Brentano, parce qu'elle ne vous trompe pas, votre perception interne, dans le sens où elle vous dit quelque chose de faux. C'est juste qu'elle vous cache quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle ne vous dit pas. Okay, donc, il est possible que P, vous aimiez très fort Julie, et qu'il ne semble pas que vous aimiez très fort Julie. Ça, c'est ce qu'on appelle une négation externe. Ça, ce n'est pas un problème pour Brentano. Ce qui n'est pas possible, en revanche, c'est que vous aimiez très fort Julie et qu'il vous semble que vous n'aimiez pas très fort Julie. Ça, ce serait une perception trompeuse. D'accord ? Perception interne trompeuse. C'est ça qui est impossible. Donc c'est ça, le rejet de ça, qui marque l'infaillibilité de la perception interne. Autrement dit, vous voyez qu'il donne un petit peu de lest ici à l'idée que notre conscience interne ne peut pas se tromper. Elle peut pas se tromper, mais elle ne nous révèle pas forcément tous des états mentaux dans lesquels on se trouve. Okay. Donc il y a certains aspects de ces états mentaux qui peuvent demeurer inaperçus. Voici ce que dit Brentano. La perception interne dit seulement que ce qu'elle nous montre est réellement présent. Elle ne dit pas qu'il n'y a aucune caractéristique qu'elle dissimule. Okay. Donc peut-être qu'il y a des aspects des états mentaux qui ne sont pas complètement transparents, qui ne nous apparaissent pas directement. Bien, dernière chose que je veux vous dire sur la conscience dans ce chapitre, c'est donc ce point 1.3,
c'est la question de l'unité de la conscience. Brentano en parle longuement, je vous fais juste un résumé très bref ici. Qu'est-ce que c'est que la question de l'unité de la conscience? Vous avez une version synchronique et une version diachronique. Qu'est-ce que c'est que la version synchronique? La version synchronique, maintenant, vous avez plein d'impressions distinctes, plein d'états mentaux maintenant. Vous entendez en arrière-fond le bruit des pelleteuses, vous sentez la pression de la table sur vos mains, vous entendez ma douce voix vous dire des choses extrêmement intelligentes, vous sentez la faim monter en vous parce que c'est bientôt l'heure du déjeuner. Toutes ces choses-là, vous les avez, c'est des impressions que vous avez à un moment. Comment est-ce que ces impressions-là sont unifiées? Pourquoi est-ce que ça forme quelque chose de connecté dans une forme de flux de la conscience à un moment donné? Ça, c'est la question synchronique de l'unité de la conscience. La question diachronique de l'unité de la conscience, que Brentano ne traite pas, en tout cas pas principalement, c'est comment est-ce que dans le temps, vous êtes toujours un seul être conscient qui a toute une suite, une unité de conscience, un flux de conscience qui n'est pas juste à un moment, mais qui est à travers les moments. Alors, ce n'est pas à cette question que s'intéresse en priorité Brentano. Lui s'intéresse à l'unité de la conscience à un moment. La question synchronique et non diachronique. Donc tous ces états mentaux que je viens de vous mentionner, dans lesquels vous vous trouvez maintenant, comment sont-ils reliés? Alors l'idée de Brentano, c'est que les personnes que nous ne sommes pas simples, nous sommes constitués des différents actes intentionnels que nous avons à un moment donné. Okay. Donc qui est Maureen maintenant? L'ensemble des actes mentaux qu'a Maureen maintenant. Okay. Pas les actes mentaux qu'elle a eus avant. Brentano, c'est un présentiste. Okay. Il pense que la seule chose qui existe, c'est le présent. On reviendra là-dessus quand on parlera de métaphysique. Ces différents actes qui nous constituent ne nous sont pas présentés seulement comme juxtaposés. Donc qui c'est Maureen? Ce n'est pas juste quelqu'un qui écoute ma voix, qui entend la pelleteuse et qui a un peu faim. Mais ces différents actes, pour Maureen, ils lui sont présentés comme conjoints dans un paquet ou un faisceau qui fait partie d'une unité. Okay. Autrement dit, vous avez une conscience interne à un moment donné qui vous présente tous les états mentaux dans lesquels vous vous trouvez à ce moment. C'est ça que Brentano appelle l'unité de la conscience. Vous pouvez mieux comprendre ça si vous contrastez la perception externe de la perception interne. La perception externe, il y a le bruit de la pelleteuse, il y a la couleur de l'herbe, et puis il y a, si seulement il y avait l'odeur des gaufres, supposez qu'on... il y a quoi? Il n'y a pas d'odeur dans cette salle. Bon, je prenais juste le bruit de la pelleteuse, la couleur de l'herbe. Ça aurait été mieux que ce soit plus varié, mais ça va comme ça. Le bruit de la pelleteuse, vous le rapportez à la pelleteuse. La couleur de l'herbe, vous le rapportez à l'herbe. Vous pouvez avoir différentes impressions sensorielles que vous rapportez à différents objets. En revanche, toutes les perceptions internes de vos états mentaux, votre audition de la pelleteuse, votre vision de la couleur de l'herbe, ça vous les rapportez à un seul objet, à savoir vous-même. Okay. Donc, c'est cette conscience interne qui unifie tous vos états mentaux à un certain moment. Et c'est ça qui fait que vous êtes une personne, pour Brentano. Autrement dit, il ne veut pas de la solution cartésienne qui dit une personne, c'est une substance à laquelle viennent s'attacher différents états mentaux comme des accidents. Un des problèmes pour cette personne, que soulève Hume et soulève bien d'autres, c'est qu'est-ce que c'est que cette substance une fois qu'on enlève les états mentaux? Qui sait que Maureen, une fois qu'on a enlevé tous les états mentaux de Maureen, il reste quoi? Ben, il ne reste plus grand-chose. Tandis que pour Brentano, nous sommes, et Maureen a plus forte raison, un ensemble d'états mentaux, okay, qui sont collés ensemble par le fait qu'on a l'impression que ces états mentaux forment une unité à un moment donné. Je vous lis pour terminer sur la conscience cette citation de Brentano. Pardon, je ne l'ai pas traduite, celle-ci. Je sais d'ailleurs plus que c'est 1973. Ça doit être la psychologie d'un point de vue empirique, mais il faut que je vérifie, pardonnez-moi. Our investigations lead to the following conclusion. The totality of our mental life, as complex as it may be, always forms a real unity. Toute notre vie mentale, aussi complexe qu'elle soit, forme toujours une véritable unité. This is the well-known fact of the unity of consciousness, which is generally regarded as one of the most important tenets of psychology. The unity of consciousness, as we know with evidence through inner perception, consists in the fact that all mental phenomena which occur within us simultaneously, such as seeing and hearing, thinking, judging and reasoning, loving and hating, desiring and shunning, and so on, no matter how
how different they may be, all belong to one unitary reality, only if they are inwardly perceived as existing together. They constitute phenomenal parts of a mental phenomenon, the elements of which are neither distinct things or parts of distinct things, but belong to a real unity. This is the necessary condition for the unity of consciousness, and no further condition are required. Donc, l'idée de Brentano, c'est que cette conscience interne, dont on a vu qu'elle nous assurait non seulement le lien, qu'elle nous assurait non seulement que tous les états mentaux étaient conscients, et en plus qu'on les concevait, qu'on les percevait de manière infaillible, ben c'est aussi cette même conscience interne qui va unifier tous nos états mentaux à un moment. Okay, on a une conscience interne qui porte sur tous les états mentaux qu'on a à un certain moment. C'est ça qui unifie tous les états mentaux à un certain moment. OK. Alors, ça, c'est la théorie positive de Brentano. Et afin de l'éclairer et de voir les problèmes qu'elle pose, on va maintenant envisager certaines objections à cette théorie. Peut-être vous en avez quelques-unes. Est-ce que maintenant que vous avez compris la théorie de Brentano de l'intentionnalité, et plus particulièrement de la conscience qui nous intéresse ici, accès infaillible, réflexif en première personne, est-ce que vous voyez des objections qui vont pouvoir être soulevées à l'encontre de Brentano? Est-ce que vous avez des objections? Est-ce que vous êtes parfaitement convaincu de ce schéma brentanien? Oui. Par exemple, je vois quelque chose et j'attends quelque chose. Quelle perception plus consciente? Répétez la fin, pardon, je n'ai pas entendu. Quelle perception plus consciente? Ah, plus ou moins conscient, c'est ça. C'est vrai que c'est un des points qu'on pourrait reprocher à Brentano, c'est de dire, avec ce que je vous ai dit ici, est-ce qu'il peut rendre compte des degrés de conscience, il y a des degrés de conscience. Je ne sais plus s'il parle de degrés de conscience, mais il a de longs textes sur l'intensité des phénomènes mentaux qui peuvent être plus ou moins intenses. Vous avez des plaisirs plus ou moins intenses, des émotions plus ou moins intenses. Et la question de savoir comment est-ce qu'on peut rendre compte de l'intensité des phénomènes mentaux. Souvent, il dit que l'intensité des phénomènes mentaux vient de l'intensité de leurs objets. Donc si vous avez des couleurs intenses, votre vision est plus intense, mais il a différentes options ici sous la main. Donc oui, c'est un bon point, je ne l'ai pas mis là, mais est-ce qu'on peut parler des degrés de conscience? S'il y en a. Okay, est-ce que la conscience, la question générale, indépendamment de Brentano, c'est est-ce que la conscience c'est on-off, soit vous êtes conscient, soit vous n'êtes pas conscient? Est-ce que vous pouvez être un peu conscient de quelque chose et comment on rend compte de ces degrés-là? Donc ça pourrait être une question. Est-ce que vous voyez des problèmes peut-être plus immédiats pour la théorie de Brentano telle que je vous l'ai présentée là? Rien? Donc vous achetez tout. Alors je vais vous convaincre maintenant qu'il ne faut pas... Enfin, je ne sais pas que je veuille vous convaincre, mais des raisons au moins d'être prudent dans votre achat. L'objection 1, que vous auriez dû me jeter d'emblée à la figure, c'est mais qu'est-ce qui se passe avec les états mentaux inconscients? Il achète l'idée de Descartes que tous les états mentaux sont conscients, mais est-ce qu'on n'a pas envie de dire qu'il y a des états mentaux inconscients? Donc vous vous souvenez, P3, on ne veut pas de cette idée que nous sommes conscients d'une infinité d'états mentaux à un certain moment. OK, donc on ne veut pas de ça, mais plutôt que de rejeter l'idée que de l'observation interne, on pourrait rejeter P1 et dire que pour éviter la régression, eh ben, il faut simplement admettre qu'il y a des états mentaux qui ne sont pas conscients. Okay. Et ça va être précisément ce que fait Leibniz. Je vais vous le montrer dans un instant. On peut maintenir que lorsque nous sommes conscients d'un état mental, l'état mental de second ordre par lequel nous en sommes conscients n'a pas besoin d'être lui-même conscient. Et ça, c'est ce que défend Leibniz, et puis c'est ce que défendent les partisans contemporains, en général, de la conscience d'ordre supérieur. J'ai mis quelques noms, grands noms contemporains, David Armstrong, Lacan, Carruthers, Rosenthal et d'autres. Voici ce que dit Leibniz pour revenir sans doute à la première version de cet argument. Il n'est pas possible que nous réfléchissions toujours expressément sur toutes nos pensées. Autrement, l'esprit ferait réflexion sur chaque réflexion à l'infini, sans pouvoir jamais passer à une nouvelle pensée. Ça, c'est la régression. Okay, donc, on n'en veut pas non plus. Mais la conclusion de Leibniz, c'est qu'il faut admettre des états mentaux inconscients. Par exemple, en m'apercevant de quelques sentiments présents, je devrais toujours penser que j'y pense, et penser encore que j'y pense d'y penser, et ainsi à l'infini.
C'est la régression qu'on a vue tout à l'heure, bien mieux dite par Leibniz. Mais il faut bien que je cesse de réfléchir sur toutes ces réflexions et qu'il y ait enfin quelques pensées qu'on laisse passer sans y penser. Oh, c'est pas beau ça, qu'il y ait enfin quelques pensées qu'on laisse passer sans y penser. Autrement, on demeurerait toujours sur la même chose. Donc l'idée de Leibniz, elle est très simple. Il bute sur le même problème que Brentano. On ne veut pas de cette régression infernale, si je suis conscient, je suis conscient, que je suis conscient, je suis conscient, que je suis conscient, que je suis conscient, etc. Comment est-ce qu'on fait? Brentano dit la flèche qui revient sur elle-même, la réflexivité au sens strict. Leibniz dit, mais non. On a juste à dire la chose suivante. On a Jessica, on voit Jessica, on est conscient de voir Jessica, mais ça, c'est un état mental qui n'est pas lui-même conscient. On n'est pas conscient d'être conscient de voir Jessica. Okay. Vous n'avez pas besoin d'être conscient de l'état mental qui vous rend conscient de votre conscience de Jessica. Donc il y a des états mentaux inconscients. C'est ça que Leibniz appelle les pensées qu'on laisse passer sans y penser. Okay. Vous avez des états mentaux qui ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Okay. Donc les états mentaux qui vous rendent conscient des états mentaux de premier ordre, l'état mental par lequel vous savez que vous voyez Jessica, cet état mental-là, il n'est pas conscient. Okay. Vous avez des manières de savoir que vous êtes dans des états mentaux, vous pouvez savoir des choses sans être conscient que vous savez ces choses. Et ça vaut en particulier pour la perception interne, la perception, comme l'appelle Leibniz. Alors, Leibniz, c'est le premier à avoir fait entrer dans l'histoire de la philosophie cette idée qu'il y a des états mentaux inconscients. Il donne tout un tas de raisons, il donne celle-ci, et il donne aussi des raisons qui ont trait à l'observation. Voici ce qu'il dit. Il y a 1000 marques qui font juger qu'il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous, mais sans aperception et sans réflexion. C'est-à-dire des changements dans l'âme même dont nous ne nous apercevons pas parce que ces impressions sont ou trop petites et en trop grand nombre ou trop unies, en sorte qu'elles n'ont rien d'assez distinguant à part, mais jointes à d'autres, elles ne laissent pas de faire leur effet et de se faire sentir au moins confusément dans l'assemblage. Donc c'est des petites perceptions, toutes seules, vous ne les sentez pas, mais quand elles s'accumulent, vous finissez par les voir ou les entendre. Regardez l'exemple qu'il donne. C'est ainsi que la coutume fait que nous ne prenons pas garde au mouvement d'un moulin ou à une chute d'eau quand nous avons habité tout auprès depuis quelque temps. Ce n'est pas que ce mouvement ne frappe toujours nos organes et qu'il ne se passe encore quelque chose dans l'âme qui y réponde, à cause de l'harmonie de l'âme et du corps. C'est une thèse de Leibniz sur laquelle vous reviendrez l'année prochaine. Mais les impressions qui sont dans l'âme et le corps, destituées des attraits de la nouveauté, ne sont pas assez fortes pour s'attirer notre attention et notre mémoire, qui ne s'attachent qu'à des objets plus occupants. Que veut dire Leibniz? Il dit, vous habitez près d'un moulin, vous entendez toujours le bruit de l'eau qui coule, vous ne prêtez pas attention à ça. Okay. Vous avez une perception, ce qu'il appelle une petite perception, une perception inconsciente du bruit du moulin. Okay. Vous pouvez vous en rendre compte. Comme maintenant, si je vous dis « Ah, le bruit de la pelleteuse », vous l'aviez oublié, le bruit de la pelleteuse? Il est là. Okay. Il suffit d'ouvrir la fenêtre, puis on se dit « Ah ouais, nouveauté, ah ouais, il y a vraiment le bruit de la pelleteuse ». Là, maintenant, la perception devient consciente, d'accord? Mais cette pelleteuse qui n'arrête pas depuis le début du cours, moi je l'entends tout le temps, alors ça m'énerve, parce que j'ai mon bureau qui donne là. Heureusement qu'on est fait de telle sorte qu'on l'oublie. Hein. On est fait de ce qu'on appelle l'adaptation psychologique, les choses qui sont là. C'est pareil pour les odeurs. Vous entrez dans une voiture où ça pue, c'est très pénible les 2 premières minutes, et puis finalement, ça disparaît. Ce n'est pas que l'odeur disparaît, c'est qu'on est ainsi fait qu'on s'adapte psychologiquement et qu'on est sensible à la nouveauté, comme dit Leibniz. Hein. Leibniz, il anticipe ici ce que vont remarquer tout un tas de philosophes de la perception ensuite. Il suffit des attraits de la nouveauté. L'odeur s'intensifie, ah, vous la sentez à nouveau. Okay. L'odeur disparaît, ah, vous sentez qu'elle est partie, comme le bruit. Donc c'est les changements auxquels on est sensible, mais on s'adapte aux choses qui sont constantes. De ça, Leibniz conclut, vous voyez qu'on a tout un tas de perceptions qui sont inconscientes. Le bruit du moulin à côté duquel vous vivez, vous l'entendez tout le temps et vous n'êtes pas conscient de l'entendre. Okay. Donc, contrairement à Descartes, avant lui, et contrairement à Brentano, après lui, Leibniz dit qu'il faut arrêter avec cette idée que tous les états mentaux sont conscients. Okay. Est-ce que vous voyez ce que pourrait répondre Brentano ou Descartes, s'il pouvait sauter dans le temps, à Leibniz là-dessus?
face à ce type d'observation, qu'est-ce que vous pouvez répondre si vous pensez que tous les états mentaux sont conscients? Brentano a une réponse à ce sujet-là. Comment vous pouvez traiter du cas du bruit de la pelleteuse auquel on ne prêtait pas attention? C'est pas un état mental s'il n'y a pas l'intention qui est portée sur l'objet. Ah, il pourrait dire, si vous avez... Ouais, alors ça, ce serait la position radicale de dire, en fait, tant que vous n'avez pas conscience de l'état mental, du bruit de la pelleteuse, alors vous n'entendiez pas le bruit de la pelleteuse. Okay. C'est vrai que c'est une option possible, c'est bien, mais ça implique quelque chose d'assez, ce qu'on appelle révisionnaire, dans le sens où quand vous faites attention au bruit de la pelleteuse, votre impression c'est « Ah oui, je ne l'avais pas noté, mais il était toujours là ». Vous n'avez pas l'impression de commencer à entendre le bruit de la pelleteuse, vous vous dites « Ah, il était toujours là, maintenant j'y fais attention okay ». Juste quand je me tais maintenant, il redevient saillant, mais on n'a pas l'impression que soudain la pelleteuse a démarré son moteur. Donc on a l'impression que ça était toujours là et qu'on ne l'avait pas noté. Donc cette réponse-là, elle colle mal avec ce type d'observation-là. Est-ce que oui, il y a quelque chose, vous avez juste besoin d'une distinction ici. La distinction dont vous avez besoin, et qui va être très analysée, étudiée par Brentano, c'est la distinction entre la conscience et l'attention. Brentano va dire, vous pouvez avoir conscience d'un tas de phénomènes mentaux et d'un tas de phénomènes physiques, sans pour autant noter ou remarquer ces phénomènes. Okay. Donc la conscience, c'est quelque chose de moins exigeant que l'attention. Vous avez actuellement la sensation, une perception de la pression que la chaise exerce sur votre dos. Cette perception-là, vous en êtes conscient, mais sauf si vous vous ennuyez fermement, vous ne l'avez pas remarqué depuis le début du cours. D'accord ? Vous ne vous êtes pas dit oh, okay, c'est en train de me presser le bas du dos. D'accord. Il suffit qu'on en parle pour que vous la sentiez maintenant, mais ce n'est pas quelque chose qui entre dans le flux de votre attention, mais pour autant, vous en étiez conscient. Okay ? Ça, c'est la description que va donner Brentano. Vous voyez les deux descriptions rivales. Leibniz dit vous n'avez pas de conscience, okay ? Et il a tendance à mettre ensemble remarquer et avoir conscience. Donc, vous aviez un état mental. Quand vous le remarquez, vous en devenez conscient. Brentano dit non, vous aviez un état mental qui était déjà conscient, mais que vous ne remarquiez pas. Donc il joue sur la distinction entre remarquer et être conscient. Donc je ne fais pas ici un grand exposé sur les états mentaux inconscients, mais vous avez tout un tas d'autres propositions qui ont émergé déjà dans la littérature. Juste pour vous mentionner l'une d'entre elles, ce qu'on appelle les inférences perceptives, qui ont déjà été anticipées par Locke, dont on pouvait penser qu'il pensait que tous les états mentaux sont conscients, mais qui touchent souvent l'idée qu'il y a des états mentaux inconscients. Il utilise ça pour expliquer la perception visuelle de la profondeur, de la troisième dimension. Il faut observer concernant la perception que souvent les idées reçues par la sensation sont, chez les adultes, modifiées par le jugement sans qu'on le regarde. Sans qu'on le remarque, pardon. Donc l'idée de Locke ici, c'est de dire, en fait, on voit des images en 2 dimensions, puis notre jugement nous fait les attribuer à la profondeur. Alors ce n'est pas une théorie de la perception qui est considérée comme très plausible aujourd'hui, mais c'est l'idée qui nous intéresse ici, que nos jugements agissent sans qu'on le remarque et nous conduisent à modifier ce qui nous semble. Okay. Donc vous avez déjà, avant même Leibniz, des signes de cette idée qu'il y a des états mentaux inconscients, des jugements inconscients, etc. Bien. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails là, c'était juste pour mentionner ça. Donc ça, c'est la première objection contre Brentano. Il y a des états mentaux inconscients. On peut être amoureux de Julie sans le savoir. On peut se tromper sur le type d'états mentaux qu'on a. On peut penser qu'on est en colère alors qu'on est jaloux. On peut penser qu'on admire alors qu'on envie, etc., etc. Vous avez plein de cas où vous vous trompez sur les états mentaux dans lesquels vous êtes. Si ça, c'est vrai, l'idée qu'il y a une infaillibilité de la conscience interne est là du plomb dans l'aile. Donc ça, c'est le premier type d'objection à Brentano. Deuxième type d'objection à Brentano, cette idée d'infaillibilité, justement, de la conscience interne. Même s'il y a des états mentaux inconscients, il se pourrait que notre conscience des états mentaux, lorsqu'elle est présente, reste infaillible. Okay. Brentano pourrait dire, OK,
il y a des états mentaux inconscients, je vous accorde ça, mais quand on en est conscient, la conscience, elle ne se trompe pas. Okay, elle peut des fois ne pas être là, mais quand elle est là, elle a tout juste. Mais ça, c'est le deuxième point sur lequel on peut faire des objections à Brentano, c'est qu'on peut se tromper sur nos états mentaux. Qu'est-ce que j'ai mis là? On peut prendre notre jalousie pour de l'indignation, pas indignation. Un des philosophes plus récents qui a très bien décrit ça, c'est Max Scheler, dans un beau texte, Les idoles de la connaissance de soi, où Scheler dit, c'est pas la citation que j'ai retenue là, mais il dit à un moment, c'est vraiment très étrange cette idée des philosophes que la chose qu'on connaît le mieux, c'est nous-mêmes, et qu'on connaît les choses extérieures que moins bien. Scheler, il pense que c'est exactement l'inverse. On connaît beaucoup mieux les choses extérieures, et nous-mêmes, c'est dur de nous connaître. Okay, si vous voulez savoir qui vous êtes, on en parlait hier pour ceux qui étaient dans le séminaire sur la famille, si vous voulez savoir qui vous êtes, plutôt que de fermer les yeux puis d'observer vos états mentaux, c'est mieux de demander aux gens autour de vous comment je suis, est-ce que j'ai été très désagréable pendant cette soirée, est-ce que je ne sais pas quoi. Okay, là, vous le saurez, vous avez plus de chances de le savoir de cette manière-là. Si les gens autour de vous sont honnêtes, ne craignent pas de vous blesser ou ne cherchent pas à vous flatter, etc. Voici ce que dit Scheler. Il n'y a peut-être pas d'obstacle plus fondamental à toute connaissance du monde psychique que la position de nombreux scientifiques et philosophes selon laquelle la perception interne, par opposition à la perception externe de la nature, ne peut jamais tromper et que les expériences vécues elles-mêmes coïncident avec une connaissance adéquate et évidente des expériences vécues. Okay, donc ça, c'est ce que Scheler appelle les idoles de la connaissance de soi. Contre Descartes, contre Brentano, on se trompe sur nous tout le temps pour Scheler. Okay, on se trompe bien moins sur les choses extérieures qu'on se trompe sur nous-mêmes. Si ça, c'est vrai, une grande partie des affirmations de Brentano tombent. Vous vous souvenez que pour Brentano, la raison pour laquelle la psychologie, c'est la seule science certaine, bien mieux que la physique, c'est l'infaillibilité de la perception interne. Si Scheler a raison, la psychologie, elle n'est pas plus certaine que la physique. Okay, vous pouvez vous tromper sur vos états mentaux, les observations psychologiques ne sont pas plus certaines que les observations des mouvements extérieurs. Est-ce que je vous mentionne ça? On va passer ça. Et puis on va passer ça. Je saute les deux dernières objections. Je vous mettrai un petit mot dessus sur les diapos pour dire que vous pouvez lire évidemment, pour dire que c'est pas requis pour vos révisions. Ok, donc on a vu ce que Brentano disait de la conscience, comment il reliait la conscience à l'intentionnalité, et on a vu deux objections à l'encontre des deux thèses fondamentales de Brentano au sujet de la conscience, à savoir que tout état mental est conscient et que la conscience des états mentaux est infaillible. On passe maintenant, donc ça c'est la théorie, ce qui nous a intéressé jusqu'à maintenant, c'est la théorie générale de Brentano qui vaut pour tous les états mentaux. Vous vous souvenez quand je vous ai dit au début du cours, ça devait être la deuxième séance, c'est-à-dire quel est le projet de la psychologie descriptive de Brentano? Je vous ai posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire en psychologie si on ne cherche pas les relations entre les états mentaux et le cerveau? Vous avez réfléchi très longtemps, mais vous avez fini par trouver deux réponses. La première réponse, c'était de dire on peut se demander ce que c'est qu'un état mental. Et la deuxième réponse, c'était on peut se demander quelles sont les différences entre les types d'états mentaux. Okay, ce qu'on a vu maintenant avec Brentano, c'est qu'est-ce que c'est qu'un état mental. Vous connaissez sa réponse maintenant, ça, vous connaissez les problèmes pour sa réponse, aussi bien pour l'intentionnalité que pour la conscience. Ce qu'on fait à partir de maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut distinguer différents types d'états mentaux? Comment est-ce qu'on peut caractériser la différence entre la volonté, les désirs, les émotions, les perceptions, les questionnements, etc. Donc c'est la question de la typologie des états mentaux. Pour répondre à cette question, Brentano va s'appuyer sur l'idée de mode de référence intentionnel. Souvenez-vous, quand dans son long passage sur l'intentionnalité, lu et relu, que vous devez relire et relire encore, Brentano dit il y a différentes manières dont on peut appréhender un objet. Il y a différentes manières dont vous pouvez appréhender Jessica. Vous pouvez voir Jessica, vous pouvez entendre Jessica, vous pouvez aimer Jessica, vous pouvez juger que Jessica est là. Okay, tout ça, c'est différentes manières de se rapporter à un objet. Des modes de référence intentionnelle, va dire Brentano. Donc l'intentionnalité, c'est la conscience d'un objet.
le fait pour un acte, pardon, là c'est juste un rappel, le fait pour un acte mental de se référer, de se rapporter, d'être dirigé vers un objet distinct de lui, qu'est-ce qui distingue fondamentalement les états mentaux entre eux? Pour Brentano, ça ne peut pas être une différence d'objet. Okay, alors, pourquoi est-ce que Brentano dit ça? Vous pouvez voir un citron, puis vous pouvez voir une prune. C'est deux expériences visuelles différentes, mais dans les deux cas, vous voyez. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait que dans ces deux cas, vous voyez? Ça ne peut pas être le fait qu'il y a un même objet, parce qu'au contraire, il y a des différences d'objets ici. Ce que dit Brentano, c'est que c'est une différence de mode intentionnel. Okay? La vraie distinction, c'est celle entre voir un citron et aimer un citron, par exemple. Ici, vous voyez que vous avez à chaque fois le même objet, le citron. Dans un cas, vous voyez l'objet, et dans l'autre cas, vous aimez l'objet. Okay? Voir, aimer, vous voyez que c'est marqué dans le langage par des différences entre des verbes. Ces différences entre les verbes, elles reflètent, en général, des différences entre les types d'actes intentionnels. Okay? Les types d'états mentaux que vous avez. Donc ça, c'est la manière fondamentale, d'après Brentano, dont on doit distinguer les états mentaux. Différentes manières de se rapporter à un objet. Voir, entendre, aimer, désirer, haïr, etc. etc. Donc qu'est-ce que c'est qu'un mode intentionnel? C'est la manière dont l'acte se rapporte à l'objet, la façon dont l'acte réfère à l'objet. Okay? Et vous l'avez là encore dans la citation initiale, une citation ultra fameuse de Brentano. Donc, on veut classer les états mentaux, on va se demander comment se rapporter à des objets. Est-ce que certains d'entre vous savent, parce que vous l'avez lu ou parce qu'on vous l'a dit, quels sont les modes intentionnels que retient Brentano? Oui. Il n'y avait pas le jugement et le désir. C'est pas mal. Il y a le jugement, il y a ce qu'il va appeler l'amour et la haine. Et puis le premier mode de présentation intentionnelle qu'on a déjà rencontré, c'est la présentation. Okay. Donc, trois grands modes de référence intentionnelle chez Brentano: la présentation, le jugement, l'amour et la haine. Ça, c'est les trois classes de phénomènes mentaux d'après lui. Alors, je vais vous les présenter, mais juste pour que vous voyez la fécondité de l'analyse brentanienne, ça, c'est sa proposition. Et après, chez ses élèves, vous vous souvenez qu'il a une longue postérité, Brentano, de personnes qui sont très excitées par son programme psychologique, métaphysique, philosophique. Vous avez plein de discussions pour savoir si ces classes sont les bonnes classes. Une grande discussion, par exemple, c'est que Brentano dit que le désir, la volonté et les émotions, tout ça, ça appartient à une seule et même classe. Il ne pense pas qu'il y ait une différence forte entre aimer et désirer. D'autres, au contraire, vont dire non, là, il faut distinguer des types d'états mentaux que Brentano refuse de distinguer. On va voir pourquoi lui refuse de les distinguer, mais ce qui est intéressant, indépendamment, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'indépendamment de savoir si vous aimez ou pas la classification de Brentano, ou si vous êtes d'accord ou pas, elle ouvre une vraie question sur... elle ouvre, la question en fait existait déjà avant, mais elle permet de poser dans un cadre clairement défini la question de comment catégoriser les états mentaux. Et le cadre clairement défini maintenant, c'est de dire on a l'intentionnalité et on s'intéresse au mode intentionnel, à la manière de se référer aux objets. Okay. Donc ça, c'est déjà en soi un programme excitant, même si on n'est pas forcément d'accord par la suite avec comment est-ce que Brentano applique ces critères-là. Alors, quels sont les états mentaux pour Brentano? Il y en a trois, je vous l'ai dit. Le premier, c'est la présentation. Un objet nous est présenté, un objet nous apparaît. Le second mode de présentation, c'est le jugement. Et le jugement, il est de deux types. Soit vous acceptez ce qui vous est présenté comme vrai, soit vous l'acceptez comme, vous le rejetez comme faux. Les deux verbes en anglais, c'est anerkennen et verwerfen. Donc, accepter, l'acceptation ou le rejet. Okay. Vous voyez que acceptation ou rejet, ce n'est pas connoté affectivement ici. C'est juste, est-ce que c'est le cas que cette chose est là ou pas? Quand vous regardez Giacomo, vous acceptez Giacomo. Pas dans le sens où vous aimez Giacomo, même si vous aimez aussi Giacomo, qui n'aime pas Giacomo, mais dans le sens où vous acceptez qu'il est là. Okay. Par contre, il y a d'autres cas
où vous avez des impressions que vous savez, donc pour rester au niveau de la perception, puis on verra qu'il y a d'autres cas ensuite, vous savez que vous êtes dans une situation d'illusion, vous êtes, je ne sais pas quoi, vous regardez la pelleteuse dans un miroir, c'est un miroir ici qui vous représente la pelleteuse, ben cette pelleteuse que vous avez l'impression de voir là, ben, vous la rejetez, pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce que vous savez qu'il n'y a pas une pelleteuse derrière le miroir. D'accord ? Donc ça, c'est le jugement pour Brentano. Et puis la troisième classe, le sentiment, l'intérêt, l'amour et la haine, c'est aussi une classe qui vient en deux pôles. Hein. Vous voyez que la grande différence entre ces deux classes et la première, c'est qu'ici, la présentation, il y a un seul mode qui est ni positif ni négatif, tandis que dans les deux autres, il y a une bipolarité, il y a accepter et rejeter, et dans le sentiment, il y a aimer et haïr. Qu'est-ce que c'est que aimer ? C'est prendre un objet pour bon, et haïr, c'est prendre un objet pour mauvais. Okay ? Donc si vous regardez Giacomo maintenant, donc vous avez une présentation de Giacomo, ça c'est la présentation, vous avez un jugement qui consiste à accepter Giacomo dans le sens « oui, Giacomo est bien là », et ensuite vous avez une émotion qui consiste à aimer Giacomo. Okay, dire « il est bon », à l'accepter comme bon. D'accord ? Si vous regardez un brocoli, si supposez qu'il y a un brocoli ici, vous avez une présentation du brocoli, okay, vous êtes sûr qu'il y a un brocoli ici, mais vous avez une haine du brocoli. Ah, c'est pas bon le brocoli. Okay, là, donc vous avez l'aspect négatif de la troisième classe. Ce que Brentano appelle la haine. Quand il parle d'amour et de haine, dites-vous d'emblée, en gros, ça veut juste dire positif, négatif. C'est amour et haine dans un sens très étiré, très étendu. C'est surtout pas l'amour romantique ou la haine viscérale. D'accord ? C'est juste attitude favorable, attitude défavorable. Ce qu'on appelle aujourd'hui des pro ou des con-attitudes dans le jargon philosophique. Donc, comme je vous disais, vous voyez que dans la présentation, il n'y a pas d'opposé polaire, tandis que dans le jugement, comme dans le sentiment, vous avez des couples d'opposés. Accepter, rejeter, aimer, haïr. Bien, donc ça, c'est les trois modes intentionnels, la classification des états mentaux fondamentaux de Brentano. Tous les phénomènes mentaux qui sont définis par l'intentionnalité et la conscience interne, on sait ce que c'est maintenant. Maintenant, vous en avez trois types parce que vous avez trois manières de vous rapporter à un objet. La présentation, le jugement, le sentiment. Le jugement vient en deux catégories, acceptation et rejet. Le sentiment vient en deux catégories, amour et haine. Alors, on va voir maintenant, la séance prochaine, je pense que ça nous occupera la première partie de la séance, comment caractériser ces modes de référence intentionnels. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que vous fatiguez, je fatigue et je ne veux pas rentrer dans une nouvelle diapo qu'on ne va pas faire en entier. Donc, comme vous étiez un certain nombre à vouloir qu'on s'arrête à 11h45, je vous fais cadeau de 2 minutes que je vous ai rongé pendant la pause. Et donc, on s'arrête à 58 exceptionnellement aujourd'hui. Et on reprend avec les modes intentionnels. Si vous n'avez pas lu, dernière chose, si vous n'avez pas lu le texte de Brentano, faites-le vraiment. Vous l'avez en ligne maintenant, la psychologie d'un point de vue empirique. Avec ce que je vous ai dit là, vous pouvez rentrer dedans comme dans du beurre. Il va y avoir quelques passages où vous allez vous dire de quoi il parle, mais lisez-le de première main, d'accord ? Avant de lire des commentateurs ou n'importe quoi. Parce que c'est toujours ce que vous devez faire en histoire de la philosophie. Allez pas lire ce que les gens disent, que Brentano dit, mais connaissez-le lui de première main. C'est une chance de pouvoir rentrer dans des grands auteurs. Ce serait bien dommage qu'à l'issue de votre cursus de philosophie, vous n'ayez pas lu Descartes, Leibniz, Brentano, Aristote, etc. Donc faites-le maintenant. Si vous ne l'avez pas fait, lecture obligatoire pour la semaine prochaine. Bonne lecture et à la semaine prochaine.